Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Je me bats aussi contre la statistique et l'information. Ce sont les plus grands processus de déshumanisation, en fait, l'information et les chiffres. On dit un génocide, c'est 1 million de morts. Bon, ben voilà, c'est des chiffres. Et donc, pour moi, la littérature sert à réhabiliter l'humanité. Et pour réhabiliter l'humanité, il faut prendre soin des contours des humains et les définir, et les accompagner, et les aimer, et les respecter, et leur tenir la main, et ne pas les juger, essayer de comprendre par quoi ils sont travaillés. Donc c'est aussi ça la démarche que j'ai avec les romans. Gaël Faye est franco-rwandais et a grandi au Burundi avant de devoir fuir le pays après que la guerre y a éclaté. Son histoire familiale est liée à celle du Rwanda, une histoire douloureuse, profondément marquée par le génocide des Tutsis en 1994, remplie de silence aussi, que Gaël Faye dénoue à travers ses 2 romans, Petit pays et plus encore, Jacaranda. Dans ce second épisode de notre podcast avec Gaël Faye, nous plongeons dans Jacaranda, roman bouleversant qui nous raconte l'histoire du Rwanda sur le temps long. Histoire que l'on découvre à travers les yeux de Milan, dont le père est français et la mère rwandaise, et qui a grandi en France. Et la première fois que le Rwanda va faire irruption dans sa vie, c'est en 1994, lorsqu'il va voir à la télévision des images du massacre qui s'y déroule, et dont on ne dit pas encore, à ce moment-là, dans les mots employés par les médias, que c'est un génocide. Au fil de la conversation avec Gaël Faye, ponctuée de lectures et d'extraits de la rencontre qui a eu lieu lors de sa venue à Brest, nous évoquons l'histoire du Rwanda, la difficulté et l'importance de trouver les mots pour en sonder le récit, et la façon dont la littérature peut être un espace de partage, de transmission, un pas vers l'autre. Jacaranda, l'un des grands romans de la rentrée littéraire. Julien, notre libraire du rayon littérature, nous dit quelques mots de Jacaranda. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience, tant Petit pays m'avait marqué il y a quelques années, et donc j'avais cette petite appréhension de savoir si le texte allait avoir le même impact que le premier roman, sachant que le thème était similaire, sachant qu'on renouait avec ce passé douloureux que Gaël Faye traite avec une virtuosité, et je trouve qu'il a réussi à transformer l'essai. C'est toujours très compliqué le second roman, d'autant plus quand il y a eu un tel succès, et j'ai pas été déçu. Au contraire, je crois qu'il m'a encore plus marqué, tourmenté, saisi, et j'avais hâte de le défendre, de dire que oui, continuez à lire Gaël Faye, continuez à raconter cette histoire qu'il fait avec brio. Tant le personnage de Milan vous séduit, l'autre personnage aussi, Claude, est vibrant d'émotion. Le lien par rapport au jacaranda, à cet arbre, il y a toute une symbolique, une poétique. Et on sent qu'il arrive à incarner, à mélanger tous les genres qu'il aime. Sa poésie, sa langue, les mots qu'il utilise et les sujets dont il parle, à chaque fois, émeuvent les lecteurs. Je pense encore au livre, je pense encore à ce personnage, notamment Sartre. Je vois cette maison au Rwanda baignée de livres, ce no man's land, on se demande. Donc c'est très cinématographique et j'adore Gaël Faye pour ça parce qu'il m'emporte à chaque fois dans son univers, dans son pays, dans son Afrique. Et il parle d'un sujet qu'il ne faut absolument pas taire et le devoir de mémoire qui est amplement nécessaire. Il y a 8 ans qui séparent Petit pays et Jacaranda et un fil qui les relie. Jacaranda n'est pas la suite de Petit pays, c'est une autre pièce d'un même puzzle. Et il y a un personnage en particulier qui est présent dans les 2 romans, celui de la tante Osebi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de votre lien au personnage, de la façon dont ils se mettent à exister pour vous et dont ils vous suivent pour certains d'entre eux, d'un roman à l'autre? Oui, les personnages sont toujours liés à des situations vécues. En fait,
Ce que je veux dire, c'est que quand on vient d'une histoire comme celle du Burundi, du Rwanda, voilà, en plus j'habite là-bas, donc les gens me racontent des histoires. Les gens ont traversé des situations extraordinaires dans le sens qui dépassent l'ordinaire. Eh bien, la fiction, ça sert simplement à libérer sa créativité. Mais il n'y a pas besoin de faire de très grands efforts d'invention, parce que les vies sont souvent plus invraisemblables que toutes les fictions qu'on pourrait écrire. Et même parfois écrire les vies telles qu'elles ont existé, ça pourrait sembler être invraisemblable. Enfin, on pourrait lire ça dans un roman et dire là c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu trop. Je veux dire, des situations de survivants qui ont réchappé à la mort de façon presque miraculeuse à chaque fois. Donc on se dit c'est pas possible, ça n'a pas pu exister. D'ailleurs, je fais encore une digression, mais c'est vrai que souvent on a du mal à croire les rescapés. C'est plus facile de croire un bourreau qui tente de se disculper que de croire un rescapé, parce que c'est toujours des histoires extraordinaires, et on a une forme de doute sur comment c'est possible d'avoir échappé à tout ça. Donc bon, tout ça pour revenir sur les personnages que je crée, c'est vraiment des personnages qui s'inspirent de gens que je peux côtoyer. Et dans le cas de Sébi, qui était dans Petit Pays, c'est vrai que comme on ne sait pas ce que devient Sébi à la fin de Petit Pays, moi j'étais très mal à l'aise avec cette idée-là. J'avais eu l'impression de l'utiliser. Et c'est pour ça qu'on la retrouve dans Jacaranda. C'est pour dire que ces personnages, bien sûr, c'est des personnages de roman, mais ils ont aussi existé. Donc j'ai un devoir moral, moi en tant qu'écrivain, de les respecter, d'avoir ce respect au moins, de dire ils ont existé, ils sont là, ils existent, ils commencent à un point A, ils vont à un point B, et pas simplement d'en faire des objets de fiction à des fins de dramaturgie d'une histoire. Voilà, c'est vraiment de rappeler que ces personnages fictifs font écho à des vies réelles. Parce que je me bats aussi contre la statistique et l'information. Ce sont les plus grands processus de déshumanisation, en fait, l'information et les chiffres. On dit un génocide, c'est 1 million de morts. Bon, voilà, c'est des chiffres. Et donc, pour moi, la littérature sert à réhabiliter l'humanité. Et pour réhabiliter l'humanité, il faut prendre soin des contours des humains et les définir, et les accompagner, et les aimer, et les respecter, et leur tenir la main, et ne pas les juger, essayer de comprendre par quoi ils sont travaillés. Donc c'est aussi ça la démarche que j'ai avec les romans. Stella s'était précipitée dans le jardin. Elle l'avait vu s'effondrer au sol. Son ami, son enfance, son univers. Les hommes aux machettes étaient sales, luisants de sueur, satisfaits d'eux-mêmes. Elle avait poussé un cri de terreur avant de tomber à genoux dans l'herbe, la main pressée sur son ventre, le visage en feu. Depuis ce jour, Stella est internée. Le médecin discute avec sa mère dans le couloir de l'hôpital. Il évoque un stress post-traumatique. Sa mère laisse échapper un rire nerveux. « Cet enfant n'a rien connu de grave ni manqué de rien. De quoi me parlez-vous, docteur ?» Le médecin demande si Stella est une rescapée. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il voit la date de naissance sur le formulaire.
elle a 21 ans. La mère éclate de rire, son rire que Stella aime depuis toujours, limpide, en éboulis. Elle se reprend pour ne pas contrarier le médecin et confirme calmement que oui, elle est née après le désastre. Les nuits suivantes, Stella peine à fermer l'œil. De longs sanglots, des gémissements incessants et des hurlements parcourent le bâtiment. Dans la chambre jouxtant la sienne, elle perçoit une inquiétante agitation. Ça gratte, ça grince, ça crisse. Le matin, l'infirmière qui lui administre son traitement lui raconte que le patient d'à côté est un homme sans âge, interné depuis des années. La journée, il est prostré sur une chaise face à la fenêtre. La nuit, il rampe sur le sol, s'agrippe au mur de sa chambre. Stella ne dort pas. Ses angoisses reviennent, vives, acérée. Dans l'obscurité, elle fixe le plafond, guette les mouvements saccadés des geckos, reste attentive au bruit de l'homme cancrelat qui court le long des murs. L'hôpital est un bateau de nuit qui recueille l'humanité du fond du gouffre. Les grands brûlés de l'effort de reconstruction, les éreintés des pressions familiales, les épuisés des conventions sociales, les déserteurs de la grande comédie humaine. Mais il abrite surtout ces ombres engourdies qui s'excusent d'être encore. Ces âmes errantes qui vivent dans des contrées sans lumière, coquilles humaines pleines de tourments et de cauchemars impossibles à guérir. Le médecin recommence avec ces questions. Il voudrait qu'elle parle. Il veut comprendre ce qui a provoqué son état. Elle n'ose rien dire. Elle vient d'une histoire qui lui a appris à ravaler ses émotions, à faire couler ses larmes dans son ventre. Le médecin insiste. Stella se claque-mûre. Le cœur est un secret. Comment confier à cet homme que c'est à cause de l'arbre, de son arbre, son ami, son enfance, son univers, son jacaranda. C'était les premières pages de Jacaranda, lues par Gaël Faye. Stella, c'est donc le premier personnage que l'on côtoie dans Jacaranda et que l'on va ensuite découvrir à travers les yeux de Milan, le narrateur du roman. Jacaranda, c'est un livre qui se déroule sur un temps long, de 1994 à 2020, et ces jalons permettent de faire exister de nombreux personnages qui appartiennent à différentes générations et qui, de ce fait, n'ont pas le même regard sur le pays, la même façon d'appréhender et de raconter son histoire. Au cours de la rencontre avec Gaël Faye, il s'est exprimé sur l'importance de faire dialoguer les générations dans ce livre. Nous l'écoutons. C'est parti d'un constat, enfin même d'un petit miracle de ma vie. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. Elle est décédée, j'avais 10 ans, et 10-11 ans, et elle avait quasiment un siècle. Et elle racontait une histoire d'un Rwanda précolonial. Et ce qui m'avait marqué, c'était que, donc déjà, elle avait des histoires de rois, de reines, de choses qui paraissaient tellement loin du Burundi des années 90. Et puis, surtout, pour elle, Hutu et Tutsi ne voulaient rien dire. Parce que, peut-être vous ne le savez pas, mais ces catégories ethniques ont été importées par les Européens. Donc c'est la colonisation qui a plaqué sur la société rwandaise et burundaise les catégories de Hutu et Tutsi. Les colons allemands puis belges ont racialisé la société. En fait, Hutu et Tutsi étaient des classes sociales. Et comme toute classe sociale, elles étaient mouvantes. Et étaient Tutsi ceux qui étaient éleveurs de bétail, et puis étaient Hutu ceux qui cultivaient la terre, mais à l'intérieur d'une même fratrie, vous pouviez vous retrouver avec des Hutus et des Tutsi. Et les colons, eux, ont commencé à sortir des compas, des règles, et à mesurer les nez, les fronts, les fémurs.
et à classifier les gens en fonction de leurs apparences physiques. Ça paraît complètement fou, mais c'était la culture du racisme scientifique hérité du 19e siècle et le Rwanda et le Burundi ont été ces laboratoires-là. Et en 1931, au Rwanda a été introduite la carte d'identité ethnique qui a figé ces catégories-là, à tel point qu'en 1994, pendant le génocide, à la barrière, la fameuse barrière, c'est-à-dire dans tout le pays, il y avait ces barrières où l'on contrôlait les gens et on leur demandait de sortir leur carte d'identité. Et lorsque la mention... donc il y a trois ethnies, il y avait trois ethnies, Hutu, Tutsi et Twa. Et donc lorsque vous étiez Tutsi, les mentions Twa et Hutu étaient barrées. Et donc lorsque les tueurs à la barrière, les miliciens, regardaient la carte et que la mention Tutsi n'était pas barrée, ils tuaient les gens. Donc on voit que cette espèce d'invention absurde de race, elle a eu un macabre destin. Et donc mon arrière-grand-mère, elle ne se définissait pas comme Hutu et Tutsi pour cette raison-là, c'est elle était née et elle avait vécu ses premières années dans un Rwanda pré-ethnique d'une certaine façon. Et j'ai la chance aujourd'hui parce que je vis à Kigali, je vis au Rwanda, j'ai la chance de voir mes propres enfants, j'ai 2 filles qui, elles, n'ont pas à se définir en tant que Hutu et Tutsi, parce qu'au lendemain du génocide, les gens qui ont pris le pouvoir, les autorités, ont aboli les cartes d'identité ethnique. Et aujourd'hui, il est interdit de se définir en tant que Hutu et Tutsi. Il n'y a qu'une seule ethnie au Rwanda, c'est l'ethnie rwandaise. Et c'est ce qui est enseigné dans les écoles, c'est ce qui est répété en permanence. Nous sommes tous des Rwandais. Et donc, mes filles n'ont pas cette grille de lecture raciale, ethnique. Elles vivent avec pleinement cette identité et rwandaise et française. Voilà. Et donc, je me disais, mais où est-ce que je peux faire dialoguer cette arrière-grand-mère et mes filles? Et c'est comme ça qu'est née cette complicité entre Stella, dans le roman, qui est cette jeune fille née après le désastre, et Rosalie, donc, qui est cette arrière-grand-mère. Et par contre, les 3 générations entre ces parenthèses pré-ethniques et post-ethniques, eh bien, elles ont grandi, ces générations-là, qui sont la génération qui correspond à ma grand-mère, à ma mère, à moi-même. On a grandi avec cette grille de lecture raciale sur nous-mêmes et sur la société. Et donc, on doit désapprendre. On doit essayer de combattre ce formatage qui fut le nôtre pendant un siècle. Ces 2 romans, ils sont traversés par l'histoire, par la guerre au Burundi dans Petit Pays et par le génocide des Tutsis dans les 2 romans. Ce génocide dont vous racontez aussi l'avant et l'après dans Jacaranda. En quoi est-ce qu'il était important de raconter cette histoire sur le temps long et de montrer aussi dans ce roman comment elle était malmenée, comme son récit a été déformé? Le Rwanda et le Burundi d'ailleurs, ce sont des laboratoires... ont été des laboratoires, ce ne sont plus, mais ont été des laboratoires du racisme scientifique européen du 19e siècle. La colonisation a inventé donc, ces catégories ethniques qui n'existaient pas dans le Rwanda et le Burundi précolonial, Hutu et Tutsi. La colonisation a racialisé, a divisé les sociétés, a instauré pour le Rwanda la carte d'identité ethnique. Il y a aussi plaqué des mythes et des légendes. Et donc, nous sommes le produit d'une histoire fallacieuse. Voilà.
Et donc tout le travail aujourd'hui, après le génocide, c'est de déconstruire tout ça. Voilà, c'est de revenir sur ce formatage-là et de prendre conscience que c'était un formatage et de désapprendre toutes ces strates de mensonges que l'on a accumulées pendant 100 ans. Et donc, voilà, moi je fais partie aussi de ce travail-là. Mon art fait partie de ce travail-là. J'en ai conscience, même si je ne le fais pas. Voilà, je ne suis pas dans une démarche active, je sais pas, de scientifique ou d'essayiste. Je reste un artiste. J'écris d'abord des romans parce que j'accompagne des personnages. Ce sont les personnages qui m'intéressent, mais j'ai quand même conscience que j'ai une responsabilité à cet endroit-là. Parce que, voilà, par exemple, aujourd'hui, on dit génocide rwandais. Je fais des entretiens, des interviews où on écrit génocide rwandais. Bon, génocide rwandais, c'est encore une formule tronquée, c'est une formule négationniste. C'est une manière de dire, eh bien, au Rwanda, il y a eu un génocide et les Rwandais ont été tués parce qu'ils étaient Rwandais. Ça ne veut rien dire, en fait. Ce sont les Tutsis qui ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Donc c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Bien sûr, des Hutus ont été tués, mais non pas parce qu'ils étaient, mais parce qu'ils faisaient. Donc ils pouvaient être opposants, ils pouvaient décider de ne pas participer au massacre. Et donc pour toutes ces raisons, ils ont été tués, mais non pas pour leur essence. Et donc voilà, tout ça, ce sont des toutes petites... qui pourraient sembler des petites précisions, mais en fait qui permettent de retrouver un regard juste sur des réalités, qui permettent aussi de nous départir, et je m'inclus dedans, de départir d'un regard exotique, raciste, un regard... condescendant, un regard lointain. En fait, pour moi, la littérature, ça abolit la distance. C'est-à-dire que le Rwanda, on vous a expliqué à la télé que c'était à 8000 km et que c'était des barbares qui s'entretuaient à la machette. Eh bien, en écrivant un roman, je dis non. En fait, ce sont des humains comme vous et moi qui ont des amours, des amitiés, des colères, des tristesses, des rêves, des émerveillements. Et ils vivent non pas à 8000 km, ils vivent en vous, en fait. Ils sont vous. Et c'est ça, c'est cette distance-là que je souhaite réduire au maximum. Et donc ça, bien sûr, c'est par le travail de littérature, mais c'est aussi par un travail de reprise de la grande histoire et de comprendre à quel endroit elle a été trafiquée, à quel endroit elle continue d'être trafiquée, à quel endroit nous sommes manipulés. Et donc c'est pas une mince affaire. Le génocide est une marée noire. Ceux qui ne s'y sont pas noyés sont mazoutés à vie. C'est une phrase qui est issue de Petit Pays. Et à travers vos deux romans, et encore plus Jacaranda, vous mettez des mots sur les silences qui entourent ce traumatisme profond. Écrire de tels romans, c'est une entreprise douloureuse, mais nécessaire, et se pose à chaque fois la question comment dire l'indicible. Et dans Jacaranda, quand les mots arrivent finalement pour dire ce qu'a été le génocide, c'est à travers le témoignage. Dans quelle mesure est-ce que c'était la seule forme possible ? C'était la forme qui me paraissait encore une fois la plus juste. Enfin, voilà, je parle de justesse et j'ai l'impression que ça reste mon grand souci dans l'écriture de romans, parce que on fait pas de poème avec un génocide. Donc on n'écrit pas, on peut pas faire de littérature avec un génocide. Donc il fallait trouver une forme, et la forme par laquelle les récits du génocide me sont parvenus, c'est la forme des témoignages. Donc dans les procès, dans les commémorations, et ça raconte aussi l'après. En fait, comment une société se reconstruit et par où passe la mémoire, par quelle forme. Et c'est pour ça que j'ai employé des témoignages pour rentrer au cœur
du déroulement du génocide. Ça permet aussi de mettre une distance avec l'événement, parce que je ne raconte pas l'événement en train de se produire, mais comment les survivants en parlent des années après. Je m'appuie sur la forme des témoignages qui sont des formes... je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que la forme des témoignages de survivants et survivantes, et ça je le voyais aussi dans Shoah de Lanzmann, c'est une forme particulière. Je crois que c'est des formes qu'on retrouve un peu chez tous les rescapés de tous les génocides. Il y a par exemple une voix qui raconte au départ l'avant. Il y a toujours quelques phrases sur l'avant. Les rescapés ne commencent pas tout de suite dans le génocide. Donc ils contextualisent. Ils parlent de l'avant, ils parlent d'une situation qui leur semblait encore normale. Et puis, petit à petit, ils parlent des humiliations. Souvent, au Rwanda, les gens expliquent, les survivants expliquent que la première fois, c'était à l'école. On nous a dit, vous les Tutsis, levez-vous, mettez-vous dans un coin de la table. Donc, on commence à parler des humiliations, des intimidations, de ces petites choses qui sont là dans un quotidien qui n'est pas encore la grande violence. Et puis, il y a le moment, l'arrivée du génocide. Alors, au Rwanda, c'est particulier parce que le 7 avril est vraiment et le déclenchement, et le signal parce qu'un génocide, commence jamais avec les massacres. Un génocide, il commence avec l'idéologie, donc il est déjà en route, qu'on n'a même pas conscience qu'il est déjà en route. Mais donc le déclenchement des massacres, c'est le signal avec l'attentat du 7 avril. Et donc tous les rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda parlent toujours de la date du 7 avril. Donc moi, dans mes témoignages, il y a toujours la date du 7 avril. C'est comme un repère temporel. On a appris à ce moment-là que l'avion était abattu. Nous étions là. Les parents avaient tel visage. Je faisais ça. Il y a toujours cet élément-là. Après, il y a la traque. Il y a comment les gens se sont cachés, comment les gens ont tenté de fuir. Et j'ai aussi remarqué, et ça, je l'ai vu aussi je parlais de Lanzmann, de Shoah, c'est-à-dire que souvent, il y a une parole qui est assez fluide, et il y a un élément qui vient perturber cette fluidité. Et parfois, c'est un élément qui n'est pas forcément l'élément auquel on pourrait s'attendre. Je me souviens, dans Shoah de Lanzmann, il y avait ce coiffeur, à un moment à Tel Aviv, qui est là en train de couper des cheveux, et puis il raconte, il a un débit, et il raconte en fait comment il coupait les cheveux avant que les gens rentrent dans les chambres à gaz. Et donc il raconte ça des années plus tard. Hein. Et il a une façon de raconter presque, on a l'impression, dans un débit, on a l'impression qu'il a besoin de raconter assez vite parce qu'il est en train de faire quelque chose là maintenant. Et on pourrait même se dire qu'il est un peu détaché de ce qu'il est en train de raconter, des horreurs qu'il raconte. Et ça arrive parfois avec les rescapés. On se dit, mais comment ils peuvent raconter ça, parfois avec le sourire, parfois avec... Et puis il y a un élément qui perturbe le flot. Et là, c'était cet homme raconte qu'il coupe les cheveux d'une femme qu'il connaît, qui était de son village. Et donc il s'arrête dans son récit, il bloque. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué dans les témoignages. Bon, désolé, je fais une réponse très longue, mais c'est parce que en fait, la forme du témoignage, c'est une forme particulière. Et ça, je voulais aussi le restituer dans mon roman. Je voulais le restituer, mais on parlait de justesse. La justesse, elle est pour le lecteur. Je me dois d'être juste pour le lecteur. Mais je ne peux pas la faire
au détriment de mes propres ressources, de mes propres forces. Et donc, mes témoignages atténuent les niveaux de violence parce que j'étais incapable de rentrer dans les détails. J'essaye de faire une langue assez neutre, donc il n'y a vraiment pas d'effet dans ces témoignages-là. Parce que déjà, je trouve que dans les témoignages de rescapés, il n'y en a jamais. C'est très, très factuel. Ce sont des phrases courtes, informatives. Mais moi, j'atténue les niveaux de violence parce que je me sens incapable d'aller plus loin. Et j'invite aussi, pour connaître le génocide, à lire les survivants et les survivantes, à lire leurs témoignages. Voilà. Donc c'était ça ma limite et ma possibilité de raconter le génocide. C'était par le témoignage, avec la limite que m'impose cette violence trop grande, qui est aussi pour moi parfois un frein. Enfin, je vois qu'il y a une limite que j'arrive pas à dépasser, parce que sinon je finis par me noyer et puis j'ai plus de force pour écrire. Mais même dans l'ensemble de Jacaranda, l'écriture est tout en retenue, tout en délicatesse. On sent que l'écriture ne prend jamais le pas sur l'histoire qu'elle raconte, qu'il y a une sobriété recherchée. C'était aussi un travail de l'écriture de ce roman. Ouais. Oui, parce que c'est une histoire de plomb. C'est une histoire qui est beaucoup trop lourde à porter. Voilà, là, je suis en train de vous parler, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, j'ai mal aux mains. C'est dur. C'est vraiment très dur. Et donc, l'écriture, c'est la recherche de la lumière pour moi, c'est tout. C'est la recherche de l'oxygène, c'est ce qu'on nous a enlevé. On nous a tout enlevé, et donc voilà, c'est remettre la beauté de la vie, la légèreté de la vie. Et ça, c'est pas des mots de poète, hein, c'est des mots de rescapés. Pour moi, les gens les plus lumineux que je puisse connaître, ce sont les rescapés. C'est eux qui me donnent les plus grandes leçons de vie, les plus grandes leçons de dignité, les plus grandes leçons de tenue. Et donc, c'est de leur lumière c'est leur lumière que j'essaye de diffuser dans mes textes. Et en effet, Jacaranda, c'est aussi un roman qui contient en lui beaucoup de lumière, qui montre la façon unique dont le Rwanda est parvenu à faire société dans les 30 années qui ont suivi le génocide des Tutsis, sans oublier l'histoire et la mémoire, mais en étant en même temps tourné vers le présent et l'avenir. L'un des fils du roman, c'est le lien de Milan, le narrateur de l'histoire, avec le Rwanda. Un lien qui n'a rien d'évident au début. La première fois qu'il y va, il est dépaysé et a envie de s'enfuir face à l'inconnu. Et puis il rencontre des personnes, crée des liens, et a même la sensation, l'espace d'un sillement, d'avoir trouvé une famille. Et il y revient, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, car ce pays est comme une part manquante de lui-même. Ce lien de Milan avec le Rwanda, il résonne avec celui que Gaël Faye a construit avec ce pays, où il a décidé de s'installer il y a quelques années. Il nous en dit tout de suite quelques mots. Je me suis posé la question pendant longtemps, pourquoi aller au Rwanda ? Enfin, moi, j'ai grandi au Burundi, mon pays d'enfance, le pays que j'ai en moi, c'est le Burundi. Voilà, après, je suis arrivé en France. La France, c'est ici que mes enfants sont nés. C'est ici que j'ai développé toute ma pensée, tous mes projets artistiques. Et le Rwanda, je l'ai découvert au lendemain du génocide. J'habitais encore au Burundi, donc en 1994, j'avais 11 ans. Et donc, ma famille, qui était depuis 30 ans en exil, est rentrée s'installer au Rwanda au lendemain du génocide, mais vraiment dès juillet.
Et donc cette famille-là, donc je parlais de mon arrière-grand-mère, je parlais de ma grand-mère. Ils nous avaient présenté pendant des années le Rwanda comme le pays du lait et du miel. Et puis voilà, moi j'arrive là et je vois pas un pays, je vois un immense champ de désolation. Comme j'écris dans Petit Pays, je vois un charnier à ciel ouvert. Et cet endroit, cette terre m'effraie. Et je me dis qu'à aucun moment j'appartiens à cet endroit-là. J'ai envie de m'enfuir. Et ensuite, j'y suis retourné quasiment chaque année parce que la famille était là-bas pour rendre visite. Et donc, j'ai appris peu à peu à apprivoiser ce lieu, cet endroit, avant même que ça redevienne un pays et une société. Et donc, pourquoi j'ai finalement voulu aller là-bas, c'est que la leçon que me donne ce pays, c'est quelque chose que je ne vois nulle part ailleurs. On a toutes les raisons de se détester, de se faire la guerre, de se faire les pires atrocités, parce qu'il y a eu tant de douleurs. Et malgré tout, les gens ont décidé de vivre ensemble à nouveau. Et c'est pas... Vous voyez, parfois, en France, on dit vivre ensemble et on a l'impression que c'est une formule. Et puis, il y a des gens qui nous traitent de bisounours et qui nous disent « Ouais, mais comment vivre ensemble avec un tel, un tel ?» Et donc, on a des discours politiques qui vont nous monter les uns contre les autres. Et donc, au Rwanda, il y a toutes ces raisons, elles sont là. Et malgré tout, il y a depuis 30 ans, il y a une volonté qui, pour moi, dépasse l'entendement des gens à vouloir à tout prix refaire société. Et ça, c'était quelque chose qui me troublait. Je me disais, c'est pas possible, en fait. Alors, il faudrait que je raconte, par exemple, je peux raconter une anecdote, et c'est une anecdote pour se rendre compte de la dimension de ce que ça représente. J'ai une tante à Kigali dont l'un des voisins a tué tous les enfants, donc des cousins. Et donc, il les a tués devant elle. Et cet homme est sorti de prison et il est revenu vivre en face de chez elle. Et elle le voit tous les matins et elle lui dit bonjour tous les matins. Et ça c'est une histoire, on pourrait en faire un film, on pourrait en faire un roman. Mais des histoires comme ça, au Rwanda, il y en a des centaines de milliers. Et donc, c'est ça la société rwandaise. C'est-à-dire, le bourreau, il est là devant nous. Et donc, c'était quelque chose qui, moi, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, en tant que père, en tant que citoyen, tout ça m'échappait. Ça m'échappait. Comment c'est possible? Comment c'est possible au quotidien? Et donc, voilà, le lien dont je parle, c'est le lien avec des personnes, c'est la grande leçon de ce pays, du Rwanda. On est lié par le sang que l'on a fait couler. On est lié par le sang aussi familial, parce que c'est un génocide de proximité, c'est-à-dire les victimes connaissaient leurs bourreaux, c'est vraiment les voisins qui tuaient. Ce n'était pas une armée étrangère qui arrivait, c'était vraiment tout le monde, l'enseignant, le prêtre, le collègue de travail, le voisin avec qui on avait grandi, le meilleur ami, parfois même à l'intérieur des familles, parce qu'on pense toujours que Hutu et Tutsi, c'était deux mondes séparés, mais il y avait beaucoup de mariages mixtes. Donc c'est ça, c'est vraiment, tout est interpénétré. Et donc on parle d'un miracle rwandais. Pour moi, c'est pas un miracle, c'est un travail de tous les jours et auquel j'avais envie non seulement d'être témoin, mais aussi j'avais envie d'en faire partie. Et je crois que c'est ce que j'ai voulu dire à travers le personnage de Milan. Il revient aussi parce qu'il sent que ici le lien est plus fort que tout. Finalement, quand on parle de l'indicible, de la violence d'un génocide,
moi, je trouve pas que la violence, elle soit indicible. De tout temps, on a peut-être que l'humanité, là où elle a été la plus créative, c'est dans l'horreur. C'est dans tous les livres d'histoire. Voilà. Donc moi ça, et puis je me dis que c'est en nous en fait. C'est cet abandon de notre humanité finalement, l'horreur. Donc c'est une forme c'est une facilité d'une certaine façon. En fait, c'est pas compliqué de détruire. Ce qui est compliqué, c'est de construire, c'est de rester debout, c'est de lutter face à l'adversité, de continuer à avoir de la compassion, de continuer à être bon, de croire au bien qu'on peut faire. Ça, c'est dur. Ça demande une énergie qui est parfois héroïque. Je veux dire, dans un génocide, celui qui prend la machette et qui tue son voisin parce qu'on lui dit « si tu ne le fais pas, toi-même tu vas être tué », eh bien, on peut comprendre ça. Je veux dire, en tant qu'être humain, la peur, on sait ce que c'est la peur. On dit « on va te tuer, on va tuer tes enfants si tu n'obéis pas aux ordres ». C'est quelque chose, je crois, qu'on peut comprendre. Mais le juste, celui qui dit « eh bien, non, je ne tuerai pas. Vous pouvez me tuer, mais je ne tuerai pas ». Ça, je crois que c'est ce qui nous dépasse. Et donc, c'est l'humanité qui persiste au milieu de... quand l'horreur, quand le massacre, quand tout devient légal et autorisé, avoir cette conscience ultime de son humanité, de ses valeurs, de sa morale, eh bien, pour moi, c'est là que réside l'indicible. Et c'est aussi de ça dont je veux que mes textes racontent ça. Au fond, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on doute trop du bien que l'on peut faire. Voilà. Alors il y a le livre, les livres, la littérature qui ont aussi une place importante dans vos romans, pour vos personnages. Dans Petit Pays, vous racontez ainsi la façon dont Gabriel se passionne pour la lecture et réalise qu'un livre peut changer une personne et ouvrir de nouveaux mondes. Alors pour terminer, est-ce que vous accepteriez de nous dire quelques mots de la place que tient la lecture dans votre vie et peut-être nous parler d'un ou deux livres qui vous ont marqué ? Ouais. Alors la place que tient la lecture, je crois que c'est la place centrale. Ouais. Je pense que la lecture et l'écriture, ouais. Les deux vont de pair. Pour moi, être entouré de livres, c'est être bien. C'est tout. C'est physique, c'est tout. Je rentre dans un endroit où il y a des livres, mais je me sens bien. Je sais pas, comme des gens peuvent rentrer dans un endroit où il y a des plantes, où des gens regardent la mer et se sentent bien. Moi, je sais pas. Je rentre dans un endroit où il y a des livres, je me sens bien. Et je ne saurais pas expliquer ça. En plus, je n'ai pas grandi dans des maisons avec des livres. Donc, ça participe du mystère aussi dont je parlais. Mais c'est ça, c'est-à-dire ce voyage immobile, cette simplicité grande du livre. C'est-à-dire, on a un objet devant nous inerte. Et puis d'un coup, on l'ouvre et il nous emmène dans des paysages qu'on ne soupçonnait même pas, qui sont à des années-lumière de nous-mêmes et qui sont en même temps nous-mêmes. Et voilà, c'est cette grande trouvaille de l'humanité, c'est ça, c'est le livre. Et puis pour parler d'un livre, il y a tellement de livres qui m'ont touché, qui m'ont bouleversé. Je pourrais parler d'un livre que je tente de relire chaque année, c'est Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Donc c'est un écrivain haïtien et qui a écrit Gouverneur de la Rosée, histoire de paysans en Haïti. Et je crois qu'il est question de ça en fait dans ce livre. Question d'un personnage qui arrive dans une communauté, qui voit cette communauté déchirée, affamée, de pauvres paysans qui ont tout pour faire naître en eux des sentiments de peur, de haine contre l'autre.
Et lui voit plus loin que ça. Il voit qu'il y a une possibilité de retrouver l'humanité des uns et des autres. Et donc il travaille un immense projet dans ces collines, dans ces mornes asséchées où il n'y a plus d'eau. Il travaille à retrouver l'eau. Donc bien sûr c'est une parabole, mais il travaille à retrouver l'eau et à dire aux humains qu'ils sont les gouverneurs de la rosée, qu'ils peuvent refaire naître la rosée au petit matin, cette rosée qui va nous désaltérer nos peurs, désaltérer nos haines, nos rancœurs, et nous permettre à nouveau de faire société, de faire humanité. C'est la fin de ce double épisode des Éclaireurs de dialogue avec Gaël Faye. Un immense merci à Gaël Faye, Samuel Kamanzi et nos libraires Laure et Julien, qui ont tous rendu possible l'élaboration de ces 2 épisodes. Au fil de la conversation, plusieurs livres ont été évoqués. Dans l'épisode 1, vous avez aussi pu entendre 2 chansons de Gaël Faye, issues de la lecture musicale qui a eu lieu le 15 octobre à Brest. Je place dans la description de cet épisode toutes les références de ces livres et titres, ainsi que quelques suggestions de lecture complémentaires pour approfondir encore le sujet de l'histoire du Rwanda, du génocide et de la parole des rescapés. Et si vous voulez découvrir en intégralité la rencontre et la lecture musicale avec Gaël Faye et Samuel Kamanzi, le film de cet événement est en ligne sur notre chaîne YouTube Librairie Dialogue. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.